La lutte à la pauvreté est un combat de tous les instants devant la ténacité des préjugés. L'organisme Concept, qui aide les familles et les personnes en situation de pauvreté à améliorer leurs conditions de vie, a eu l'idée de rendre, en images et en témoignages, la réalité et les défis quotidiens auxquels ces personnes font face. Cette 5e de 6 émissions sera consacrée à l'immigration et aux Autochtones. Mon pays d'origine, c'est Congo, Congo-Kinshasa, parce qu'il y a les deux Congos. Il y a Congo-Brazzaville et il y a Congo-Kinshasa. Mais je viens de Congo-Kinshasa. Et c'est quoi la raison principale qui te fait venir, qui a fait que tu as changé de pays? C'est à cause de la guerre. Même aujourd'hui, ça continue. Quelle est la raison principale qui a fait que tu as immigré ici? À cause de la guerre. Ma profession en Colombie, c'est infirmière. Infirmière? Oui. OK. Et quand tu es arrivée au Québec, est-ce que tu es arrivée comme réfugiée? Oui, je suis arrivée comme réfugiée. Quand on parle de réfugiés, c'est difficile. On a vécu beaucoup de difficultés, des processus de passer. Mais comme je dis, on n'a pas le choix de reculer, on n'a pas le choix de rester, sinon qu'on doit d'avancer. C'est des personnes qui ont vécu des choses dans leur pays, soit torturées, plein de choses. Mais ça va être difficile pour ces personnes-là de s'ouvrir de façon rapide. Le SANA, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants. Je vais résumer en 3 mots. Donc, on s'occupe d'accueillir, d'installer et d'accompagner à l'intégration des nouveaux arrivants. Le SANA a reçu à Trois-Rivières, comme dans l'année 2023, le SANA a reçu 1400 immigrants à Trois-Rivières. D'autres ressources existent en région pour les personnes immigrantes. L'une d'entre elles a été créée spécialement pour les femmes. Donc le RAM, c'est un organisme qui a été créé par les femmes immigrantes elles-mêmes depuis 2015. Sa mission, c'est briser l'isolement de ses membres et réfléchir ensemble à des projets individuels et collectifs pour une meilleure inclusion socio-professionnelle dans la région. Les personnes immigrantes arrivent au Québec pour de multiples raisons et leurs besoins sont très différents selon leur situation. Un réfugié pris en charge par l'État, c'est quelqu'un qui quitte son pays d'origine et arrive dans un autre pays, soit un pays voisinant, parce qu'il craint pour sa vie dans son pays et arrive dans un autre pays, demande la protection. Donc cette personne-là va recevoir la protection de HCR, qui est le Haut Commissariat pour des réfugiés dans l'autre pays. Et cette personne-là va avoir une réinstallation au Canada. Donc quand la personne va avoir une réinstallation, elle va arriver au Canada comme résident permanent. Deuxième catégorie, par exemple, si on parle de demandeurs d'asile, ce n'est pas encore des réfugiés. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui arrive au Canada pour peu importe la raison, soit pour les études, ou pour un travail temporaire, ou pour une visite. Et la personne ne peut plus retourner dans son pays parce qu'après son départ, ça se peut qu'il y a une guerre là-bas, ça se peut qu'il y a une situation qui va mettre sa vie en danger. Donc la personne ne peut plus retourner dans son pays, sinon sa vie va être en danger. Donc la personne reste au Canada et demande la protection du Canada. Ça, c'est le demandeur d'asile. Les travailleurs temporaires, c'est quelqu'un qui soit il va communiquer avec une entreprise sur place ici et l'entreprise va dire oui, mes besoins sont ça, et puis il regarde le profil de la personne et ils veulent faire venir la personne là pour travailler de façon temporaire. Donc là, la personne va arriver avec un visa fermé, donc travailler seulement pour cette entreprise. Et les travailleurs qualifiés, c'est des personnes qui arrivent au Canada avec la résidence permanente aussi. Donc ils arrivent, ils peuvent travailler, ils peuvent aller aux études, ils ont droit à tout faire ça. Donc ils font la démarche depuis leur pays ou peu importe l'endroit où ils se trouvaient de venir au Canada comme travailleurs qualifiés. Ces personnes prouvent au gouvernement qu'ils ont une capacité financière, ils ont des diplômes, ils ont des expériences nécessaires demandées au Canada pour qu'ils puissent immigrer au Canada et puis faire leur vie maintenant. Donc c'est toutes ces catégories d'immigration-là que nous on reçoit au SANA. Les immigrants et les réfugiés doivent faire face à de nombreux obstacles à leur arrivée au Québec. L'un d'entre eux semble parfois insurmontable, la barrière de la langue. Mais mon arrivée à Québec, que j'ai commencé l'école, pour écrire même, c'est difficile. Mon nom, Suzanne, là, c'est difficile. OK. Alphabet même, c'est difficile, mais pour l'alphabet,
je connais, j'ai fait 1 mois, je connais l'alphabet. Donc cette femme-là arrive avec sa famille, elle a 0 français. Elle a pu avoir du lingala, en plus c'est des patois spécifiques. On ne va pas te dire l'anglais, le français ou l'espagnol, non. Vraiment des patois spécifiques, la groupe lié à un clan. Donc quand c'est comme ça devient un gros enjeu d'inclusion pour elle. Quelqu'un qui arrive là, on prend les parents. Ils ne sont pas 0, c'est des parents, c'est des personnes responsables chez eux. Ils ont une famille où ils travaillaient avant d'arriver ici. Mais là, à cause de la langue, c'est comme si on enlève leur autorité. C'est comme s'ils sont devenus comme dépendants de quelqu'un, dépendants de telle chose. Donc, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, du coup, eux, ils sont motivés de vite parler le français, apprendre à parler le français et parler le français pour aller reconquérir leur indépendance, pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille, pour qu'ils puissent décider de qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Intégrer un nouveau milieu entraîne son lot d'épreuves. Que ce soit à cause de la langue ou pour d'autres raisons, les personnes immigrantes se sentent souvent isolées. Je ne sors jamais. Parce que c'est nouveau? Parce Oui, que, c'est nouveau. Ça fait peur des fois quand on ne connaît oui, pas? Oui, et pour prendre l'autobus même, je ne connais même pas comment je veux prendre. Les immigrants vivent toujours au début l'isolement. Parce que déjà, la personne est déracinée, la personne change son pays, peu importe la raison, soit de façon volontaire ou involontaire, mais la personne arrive dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit. Donc, la personne déjà est, on peut dire, un peu démunie. Et ça va jouer aussi sur leur santé mentale. Parce que le fait de rester comme ça va jouer sur leur santé mentale. Ils ont moins de contacts, ils ne communiquent pas avec des gens. Et ça va développer des maladies dans leur vie, dans leurs pensées, dans tout ça là, oui. Ils sont dans l'isolement. Voilà la plus grande pauvreté d'un immigrant. L'isolement, là, ça tue. La pauvreté est une réalité avec laquelle doivent composer les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. En effet, plus de 30% de ces personnes vivent dans la pauvreté. La pauvreté, c'est manque de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, je suis pauvre. Comme moi, comme ça, je suis pauvre. La pauvreté, je pense que c'est le manque des choses que tu as besoin, manque de travail. C'est facile pour une personne immigrante de tomber dans la pauvreté. Surtout quand les personnes qui arrivent ou qui parlent pas français, donc ces personnes-là vont faire le cours de francisation pendant le temps qu'ils puissent commencer à parler le français. Et selon leur catégorie d'immigration, il y en a qui sont admissibles à l'aide de dernier recours, donc l'aide sociale. Et on comprend que l'aide sociale, c'est pour une personne seule, c'est comme $809 par mois, mais avec les réalités des logements, un 3,5, c'est $750 déjà. Donc ça, déjà, on voit clairement que la personne est pas à la porte de la pauvreté, mais la personne est déjà dans la pauvreté. À cause de la pénurie de logements, des personnes se retrouvent à vivre dans leur véhicule, là. Et puis les enfants vivent dans le véhicule, les parents vivent à côté du véhicule sur des... Tu sais, moi, ça me donne la chair de poule. Je dis, on est au Canada, on est au Québec, on est en Amérique du Nord. Tu sais, justement, en immigrant, on avait les yeux tout brillants, là, que c'est des pays développés, c'est des pays où le social est tellement bien orchestré que personne n'est misérable. On frise la misère, on est plus bas que la pauvreté, là, on est dans la précarité. Trouver un emploi est évidemment la clé pour se sortir de la pauvreté et bien s'intégrer à sa société d'accueil. Mais les défis sont nombreux. J'ai travaillé à Ceficro Bécancour. J'ai travaillé là-bas à Ceficro Bécancour, c'était en 2020. Mon chômage a commencé depuis l'année passée. C'était en février. Jusqu'à décembre l'année passée. Quand j'ai fait la guerre pour me refuser au Cameroun, donc c'est là-bas au Cameroun que j'apprends à faire laver le sol, essuyer le poussière. Faire le ménage. Oui, faire le ménage. OK. Et laver les linges, repasser.
C'est ça que j'ai fait. Ce pas des personnes là dans leur pays qui restaient les bras croisés là. C'est des personnes qui travaillent dans leur pays, qui ont une charge, qui ont une responsabilité, parfois qui ont une famille. Donc c'est des personnes, si quelqu'un qui prend le courage de faire ces démarches d'immigration, de venir jusqu'ici, c'est pas quelqu'un qui est feignant, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui aime travailler. Mais arrivé ici, les circonstances, le système fait de sorte que la personne ne peut pas aller sur le marché du travail. Dans mon pays, il y a des avocats, infirmières, architectes. Et maintenant, je vois beaucoup de personnes qui travaillent avec la demande de taxi, à se faire servir de chambre. C'est comme, je n'aime pas quel travail que nous donnent les immigrants, c'est le travail, je m'excuse, que les Québécois ne font pas. Ouais. Je n'aime pas ça. Les personnes issues de l'immigration qui arrivent ici et on trouve qu'on va dire qu'on ne reconnaît pas ses diplômes, on ne reconnaît pas ses expériences. D'abord, c'est frustrant pour cette personne-là et ça fait mal. Ça fait mal que la personne qui a travaillé pendant quelques années dans un métier et peut-être que la personne aime ça, aime ce travail-là, aime ce métier-là, mais arrivé ici, on va dire que la personne ne peut pas travailler dans ce métier-là parce que son diplôme, on ne reconnaît pas. Oui, il existe que la personne peut faire la démarche, la demande pour la reconnaissance de ses diplômes, de ses acquis, il va payer un montant pour que ce soit reconnu. Mais la réalité sur le terrain, il y a moins de travail, des employeurs qui vont vite embaucher ces personnes-là du moment où ils vont voir qu'il n'y a aucune expérience d'ici, aucune expérience québécoises ou canadiennes dans leur CV. Donc, les employeurs sont méfiants d'embaucher ces personnes-là. Ça fait mal, mais ça reste la réalité et les gens sont obligés parfois de se tourner ou de tourner vers un autre travail qui peut-être ils aiment moins et qui sont obligés de faire ce travail-là juste pour avoir de l'argent pour au moins nourrir leur famille. Je connais même des personnes qui ont le doctorat et qui sont préposées aux bénéficiaires. Ce que ça crée aussi, c'est que je me dis, on laisse échapper aussi des talents, qu'on le veuille ou non, parce que beaucoup vont changer de carrière, parce que tu as travaillé 10 ans dans un domaine et puis il faut le recommencer en quelque sorte. Les gens vont dire, non, c'est que je préfère faire autre chose, que j'ai toujours rêvé, genre. Et puis après, ces autres compétences-là vont m'aider peut-être à grossir mon bagage intellectuel. Ici, au moins, il y a beaucoup de travail, plus que chez nous. C'est ça. Justement, pour ton travail ici, comment tu as réussi à trouver du travail? J'ai allé à l'école FAP. Ici. Grâce au programme FAP de Concept, tu t'es trouvé un emploi. Oui. Malgré mon problème de santé, mon médecin me dit que c'est presque impossible de travailler comme infirmière, mais même il m'a recommandé de travailler comme secrétaire médicale. C'est que je me commence, je m'inscris pour là, on va voir. L'intégration des personnes immigrantes se heurte à un obstacle majeur, les préjugés et parfois même la discrimination. De discrimination, que personne te dit noir, les noirs sont bolos, que les noirs sont prostituées. On trouve tout ça. Ça, c'était dans ton pays? Non, même ici? aussi. Okay. Du pays où je viens, on connaît la Colombie pour la drogue, pour les femmes qui sont prostituées, mais tout le monde peut la prostituée. Je viens de la Colombie, je ne connais la cocaïne, je ne connais la marijuana, je ne connais la drogue. Donc, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ton pays. La personne parle, mais ne connaît vraiment qu'est-ce qui passe là-bas. Je connais le cas d'une femme, et la troisième femme, et ça fait 8 mois, elle fait tout pour trouver un appartement. Elle appelle, oui, l'appartement est là. Quand elle arrive, on dit non. Et elle est noire. Toutes les sortes de discriminations reviennent. Par exemple, celles liées simplement même au sexe. C'est des femmes et ce sont des femmes noires. Donc, ou avec un accent, on va dire racisé. Hein? Et puis, juste pour prêter un bail, il y a un bris de confiance. Est-ce que vous avez un mari? Est-ce que, comme si ces femmes ne seraient pas capables elles-mêmes de payer le loyer. Et puis, au niveau aussi les dépôts de CV, ça demeure encore, malgré la pénurie de main-d'œuvre, il y en a qui vont me dire mon nom. On m'a parlé de mon nom, on m'a demandé mes origines, on m'a demandé si je vais prier le vendredi. Bref, ces enjeux reliés à l'apparence
de ces personnes-là demeurent malheureusement. Les plus jeunes, femmes noires qui prennent un appartement, il y a des propriétaires qui demandent des faveurs sexuelles, tu sais, pour pouvoir lui donner l'appartement. Qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Ben, je vais payer mon loyer. Non, 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 tu es jolie, tu es... Tu sais, c'est limite méprisant, c'est inhumain. Avoir un toit, c'est un besoin de base, donc c'est nécessaire. Il faut demander que la personne travaille, mais la personne n'a pas un toit. Comment est-ce que la personne va travailler? Où est-ce que la personne va se reposer? Donc, d'abord, à partir de là, déjà, ça ne fonctionne pas. Parce que la personne n'a pas un bureau de crédit. Il y a certains propriétaires qui pourraient demander de payer 3 mois d'avance. Mais la personne vient d'arriver, n'a pas encore commencé à travailler et puis payer 3 mois de loyer d'avance, là, c'est... On sait bien que le prix de loyer maintenant, c'est aussi beaucoup plus cher. Donc, ça ne fonctionne pas. Et autre préjugé, parfois, au niveau du travail, on demande d'avoir de l'expérience. Mais la personne qui vient d'arriver, il n'y a pas une école d'expérience. Il n'y en a pas. Donc, la personne a besoin de travailler. Mais vu son expérience extérieure, parfois, il y a certains employeurs qui ne veulent pas offrir du travail à ces personnes-là. Ça, je trouve ça tenace un peu qu'aujourd'hui, un nom ou une couleur de peau ou un pays d'origine peut mettre le frein pour obtenir un emploi, quand la personne a les compétences, bien sûr. Savoir des peuples par leur histoire, par leurs habitudes, leurs traditions, ça aide à mieux les connaître et puis quitter le côté préjugé pour épouser en quelque sorte ce qu'ils ont de beau. Même si les Autochtones habitent ici depuis toujours, ils et elles font souvent face aux mêmes barrières que les personnes immigrantes. Le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières est un carrefour de services pour les Autochtones en milieu urbain. On est comme un lieu d'ancrage pour les Autochtones. Ils ont comme un sentiment de sécurité en sachant qu'il y a un centre d'amitié où est-ce qu'ils peuvent venir un peu, vivre un peu leur vie communautaire. Ce qui motive les Autochtones à faire le choix de venir s'établir en milieu urbain, des fois c'est pour fuir des situations difficiles, c'est pour des motifs soit d'études, de poursuivre des études au niveau postsecondaire, aussi c'est pour les choix de carrière qui font, comme on a des centres d'amitié dans les villes, donc il y a des Autochtones qui viennent, des fois qui quittent la communauté pour venir y travailler en milieu urbain. Des fois, c'est pour aussi avoir accès à des soins de santé. Quand on parle de gens qui ont besoin de dialyse, c'est pas des soins qui existent, qui est possible d'avoir en communauté, donc on doit déménager en ville. Cette intégration en milieu urbain, hors des repères habituels de leur communauté, ne se fait pas sans difficulté pour les Autochtones. Les Autochtones, en venant s'établir en milieu urbain, passent vraiment par une transition, je dirais, puis il y a beaucoup au début de l'isolement. Il faut refaire un peu ses repères, c'est vraiment différent de la communauté. Les obstacles et les défis auxquels font face les Autochtones en milieu urbain, c'est vraiment l'accès au logement. Il y a comme une forme de discrimination qui se fait. Au niveau de l'emploi, on voit aussi une forme de discrimination, je dirais. Il y a comme un peu un manque de confiance envers un candidat autochtone. On ne veut pas trop, on ne connaît pas. Mais aussi, je dirais, les réalités. Puis une fois aussi, on a vu la langue. Quand un employé parle dans sa langue autochtone, c'est déjà arrivé que l'employeur l'interdise. L'accès aux soins de santé, il y a encore beaucoup de méfiance envers le système de santé. Les Autochtones ont, je dirais, moins tendance à poursuivre des études postsecondaires, surtout au niveau universitaire plus. C'est vraiment en lien avec les expériences qu'ont eues les Autochtones avec les pensionnats. Il y a une méfiance envers le système de l'éducation. Il y a aussi, je dirais, une méfiance aussi de même devoir quitter la communauté parce que pour poursuivre des études postsecondaires, il faut quitter la communauté, tes repères, ta famille, tes amis pendant
quelques années, des fois ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc, ce qui amène les populations autochtones à avoir moins accès à des emplois qui sont bien rémunérés, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de pauvreté au niveau des populations autochtones. Les préjugés tenaces qu'on entend encore envers les Autochtones, c'est qu'on ne paye pas d'impôts, qu'on ne paye pas de taxes, qu'on reçoit un chèque du gouvernement, qu'on reçoit un skido aussi du gouvernement. Et aussi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on ne veut pas s'intégrer et d'oublier le passé aussi. Ça, c'est des choses que j'entends quand même encore aujourd'hui. En communauté, donc comme moi, je viens de Manawan, si je vais gazer à Manawan, je ne paye pas de taxes. Et en habitant à Trois-Rivières, si je vais à la station de service, je paye des taxes. Je travaille au Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, je paye de l'impôt, mais si je travaillerais en communauté à Manawan, je ne paierais pas d'impôt. C'est ça la différence quand on parle des taxes et impôts. Chez les Autochtones, la culture est très présente. Comme nous, ici, par exemple, au Centre d'amitié, c'est sûr que tout ce qu'on fait, il faut que ça soit collé aux cultures autochtones, tant par nos activités avec les familles. On implique beaucoup aussi les aînés parce que c'est très important, la transmission intergénérationnelle de ce qui se faisait au niveau culture, tradition, l'enseignement aussi au niveau quand on allait en campement dans le bois. Il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ça. L'artisanat aussi, les raquettes, on essaie beaucoup de garder ces savoirs-là. Faire les canaux d'écorce aussi, je sais qu'il y a des familles qui travaillent fort pour que ça se perpétue. Ici au centre, on fait des activités pour souligner la Journée nationale des premiers peuples. Donc, on fait beaucoup d'activités où est-ce que c'est ouvert à tous. Et cette année, on a fait justement un kiosque où est-ce qu'il fallait faire un sac de médecine. Donc, tout le monde était invité. Fait qu'on a une volonté de vouloir faire connaître nos cultures aussi. On a parlé beaucoup de préjugés, discrimination, tout ça, mais j'aimerais dire aussi que depuis quelques années, je vois quand même un changement. On accueille des élèves autochtones qui viennent ici. Ils viennent avec leurs amis de la classe, donc il y a comme une curiosité, une ouverture. On a aussi parmi nos membres des fois qui sont accompagnés de leurs amis non autochtones, fait qu'on le sent, puis on a fait des portes ouvertes, donc on a eu de la visite. Et les gens, je le sens là, qu'il y a de l'ouverture. Revenons à l'immigration et ses réalités. Malgré une grande volonté d'intégration, les personnes qui se sont installées au Québec ont bien sûr une certaine nostalgie de leurs origines. Est-ce qu'il y a quelque chose de ton pays qui te manque? Les habillements de chez moi. Ouais. Avoir les habits, les vêtements. Ouais. Trouver un marché qui vend des produits alimentation du Congo doit être plus facile que trouver un magasin qui vend des vêtements du Congo. On n'a pas trouvé. Tu n'en as pas trouvé encore? Non. La nourriture. La nourriture, hein? J'aime beaucoup les fruits de mer. Je viens d'un port. OK. Et j'aime beaucoup les fruits de mer. J'aime beaucoup la plage. J'ai nagé dans la mer. C'est la chose qui me manque. Les parcours des personnes immigrantes sont jalonnés de défis, mais plusieurs résultent aussi en succès sur le plan humain. Au Sana, on voit beaucoup de personnes issues de l'immigration. Après quelques années, on trouve que la personne l'est rendue à telle place, la personne l'est rendue à telle place. Mais moi-même, je suis d'exemple. Je suis issu de l'immigration. Je suis arrivé ici en novembre 2017. Et là, je suis en 6e année déjà. Donc, j'arrive ici.
j'ai laissé les études, là, je recommence mes études et puis j'ai eu mon DEC ici en technique de travail social. Je travaille au SANA et puis là, ça fait comme 6 ans que je suis là et j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Nous avons où nous loger au moins. Donc ça, c'est important, c'est une fierté. Moi, je dis vraiment immigrer, là, c'est difficile, mais si tu pars avec l'humilité, le courage, puis se mettre à l'école. La vie, c'est l'école. Quand tu as compris ça, oui, il va y avoir des difficultés, il n'y a rien qui est facile, mais tu ne seras pas en mode victime, sinon tu n'avances pas. Malgré un parcours d'immigration souvent éprouvant, les immigrants et les immigrantes apprécient quelque chose de vraiment précieux dans leur nouveau pays. Ici au Québec, il n'y a pas de souffrance. La de sécurité. Et au Congo, il y a des combats. La paix. Toujours, je vais remarquer la paix. Je peux marcher à 11 heures, 12 heures, 1 heure. Là aussi, la facilité que la personne peut avoir la chose. OK. Pendant, dans mon pays, pour travailler toute la vie pour avoir une voiture. OK. Ici, c'est facile. Si tu travailles, tu peux l'obtenir. Oui. Il y a une personne qui te vole dans la rue. Ici, je le vois que c'est la paix, la tranquillité, tout. La sécurité. La sécurité. C'est incroyable.